tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma galerie où je vous propose de découvrir des anecdotes savoureuses sur les chefs-d'œuvre du patrimoine artistique. Alors, allez vous servir une coupe de champagne, prenez votre plus belle pose d'esthète et découvrez les histoires bizarres des œuvres d'art. Le radeau de la Méduse est une célèbre peinture du XIXe siècle représentant les survivants d'un naufrage sur une embarcation de fortune. Cette scène tragique, immortalisée par Théodore Géricault, n'est pas une légende et illustre le dénouement d'un véritable drame survenu le 2 juillet 1816, lorsque la frégate française la Méduse s'échoue sur un banc de sable au large des côtes mauritaniennes. Mais aujourd'hui, il semble que le tableau lui-même soit en passe de sombrer. Lancée le 1er juillet 1810, la Méduse était une frégate de 3 mâts et 44 canons, la plus rapide de la flotte française d'alors. Cependant, dans son histoire de la Commune et de la milice de Nantes, Camille Mélinet évoque déjà la tristesse inexplicable marquant la cérémonie, durant laquelle un matelot aurait dit en voyant la figure de proue « Voilà une mauvaise tête qui nous portera malheur », véritable prémonition compte tenu du destin ultérieur de la Méduse. Pour ajouter à ce mauvais pressentiment, le capitaine Hugues Duroy de Chaumareix est un officier de peu d'expérience. Réfugié en Angleterre pendant la Terreur, il vient tout juste de revenir en France et n'a plus mis les pieds sur le pont d'un navire en qualité d'officier commandant depuis plus de 20 ans. L'homme affiche de plus un profond mépris envers ses subordonnés, faisant fi de l'avis des marins expérimentés qui ne voient pas son commandement d'un bon œil. Et pour couronner le tout, il embarque des cartes de navigation obsolètes et imprécises. Après la chute de l'Empire napoléonien à la Restauration, l'Angleterre est tenue de restituer à la France l'ancienne colonie du Sénégal. En 1816, Louis XVIII récupère ses comptoirs et décide d'envoyer des colons reprendre possession du territoire. La Méduse reçoit alors la mission d'y transporter le nouveau gouverneur Schmaltz, accompagné de sa famille, des fonctionnaires de la compagnie, des troupes et de tout le matériel nécessaire. Elle est accompagnée de 3 autres bâtiments, la corvette l'Écho, le brick l'Argus et la flûte la Loire. La flottille quitte Rochefort pour l'île d'Aix le 16 juin 1816, puis entame son expédition le lendemain pour rallier Saint-Louis au Sénégal. Moins de 15 jours plus tard, les équipages sont en vue des côtes d'Afrique et les marins inquiets commencent à craindre les courants dangereux, les récifs et les bancs de sable affleurant au ras de l'eau entre la Mauritanie et le Sénégal. La prudence voudrait que l'on s'écarte des côtes, mais le capitaine Chaumareix, voulant à tout prix arriver au plus vite au Sénégal, se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au banc d'Arguin, un obstacle bien connu des navigateurs qu'il pense avoir dépassé. Au lieu de le contourner en passant au large, il s'approche de la côte en rasant les hauts fonds, la frégate distançant peu à peu les autres navires et avançant dangereusement seule vers son tragique destin, tout droit sur le banc d'Arguin, jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Le 2 juillet 1816, vers 15h, une énorme secousse ébranle la frégate qui touche le fond une première fois, puis une deuxième, avant de s'immobiliser sur le banc de sable sous-marin. Malheureusement, la marée est à son niveau le plus haut. Il faut donc faire vite avant que la Méduse ne s'échoue tout à fait. Les manœuvres se succèdent pendant des heures pour tenter de remorquer le navire, mais en vain. On décide alors de construire un grand radeau afin de placer tout le matériel, la nourriture et les marchandises que transportait la Méduse. Marins et soldats démontent une partie de la mâture et s'attellent à la construction d'une grande plateforme, surnommée la Machine, qui atteint 20 mètres de long sur 7 de large. La stratégie de l'équipage semble fonctionner et le 4 juillet,
L'espoir est grand d'amener à flot le navire allégé de sa cargaison. Après des efforts acharnés, la Méduse bouge enfin et se met à flotter. Mais pris de vitesse par la marée, les marins n'ont pas le temps d'effectuer correctement la manœuvre et la frégate s'enlise de nouveau sur le banc de sable. Le soir même, une violente tempête s'abat sur le navire, provoquant plusieurs voies d'eau et brisant le gouvernail. Le bateau s'incline de plus en plus et les officiers craignent qu'il ne finisse par se désagréger totalement. Il faut se résigner à abandonner la Méduse. À l'aube du 5 juillet, c'est un véritable chaos. 6 canots et une grande chaloupe sont mis à la mer, mais c'est insuffisant pour embarquer tous les passagers. Chaumaré et une partie de l'état-major quittent la frégate sous les huées des hommes qui se trouvent encore à bord. On ordonne d'embarquer le reste de l'équipage sur la machine et de gré ou de force, plus de 150 personnes s'entassent sur le radeau. S'y trouvent Jean-Daniel Coudin, jeune aspirant qui a pris le commandement, le chirurgien Jean-Baptiste Savigny, le géographe Alexandre Coréard, quelques officiers, 119 soldats et leurs cantinières, ainsi que 10 ouvriers des colonies et une quinzaine de marins. Sous la charge humaine et matérielle, l'embarcation de fortune s'enfonce tellement que les passagers ont de l'eau jusqu'aux genoux et doivent se tenir debout, serrés les uns contre les autres. Cependant, la vision du radeau submergé laisse déjà appréhender un drame, à tel point que certains préfèrent demeurer à bord de la Méduse. Le radeau surchargé s'éloigne de l'épave, remorqué par les canons. Mais l'embarcation est si massive qu'elle devient vite ingouvernable. Devant le danger de voir toute la flotte sombrer, les amarres sont finalement rompues. La longue dérive du radeau de la Méduse commence. Abandonnés aux éléments, dans une situation de détresse absolue, les malheureux passagers du radeau disposent de 5 barils de vin et d'eau douce, de quelques biscuits imbibés d'eau de mer et risquent à tout moment d'être emportés par les flots. La première nuit, toujours ballottés par la tempête et entravés par le manque de place, certains glissent et se brisent les membres entre les pièces de bois, d'autres passent par-dessus bord, d'autres encore se jettent volontairement à la mer. Au matin, 20 personnes ont déjà disparu. Le radeau continue à dériver, balayé par les vagues, et la rébellion gronde. Ne voyant pas revenir les canots, les soldats soupçonnent l'état-major de les avoir volontairement abandonnés. Ils s'enivrent et commencent à démanteler le radeau pour l'envoyer par le fond. Coudin, Savigny et les officiers interviennent, mais la bagarre dégénère. Et après plusieurs assauts sanglants, près de 80 nouvelles victimes sont dénombrées. Rapidement, il ne reste qu'un tonneau de vin, plus de nourriture, et les conditions deviennent infernales. Les pieds rongés par l'eau de mer dans une instabilité permanente, les hommes mastiquent des morceaux de cuir ou des linges. Et dès le 7 juillet, Savigny rapporte que poursuivis par la faim et le désespoir, certains arrachent des lambeaux de chair aux cadavres, les font sécher au soleil et s'adonnent au cannibalisme. 10 jours d'enfer s'écoulent. Après une nouvelle bataille et le suicide d'un mousse, il ne reste que 27 survivants à bord, dont la moitié agonise. Les rations de vin diminuent, et afin de se donner une chance de survie, les hommes valides décident de jeter les plus faibles à la mer. À 15, ils démontent une partie du radeau et fabriquent une plateforme surélevée qui leur permet de se mettre enfin au sec. Mais la soif se fait sentir et le soleil n'arrange rien. Lorsqu'il ne reste plus de vin, les rescapés en sont réduits à boire leur urine. Le 17 juillet, après 13 jours de dérive, une voile apparaît enfin à l'horizon. C'est l'Argus qui recueille finalement les infortunés, dont plusieurs ne survivront pas au trajet vers Saint-Louis. Des 17 hommes restés sur l'épave de la Méduse, 3 seulement seront retrouvés en vie, dans un état lamentable, le 4 septembre suivant. Quant à la chaloupe du gouverneur Schmaltz et du commandant Chaumaré, elle a rejoint Saint-Louis sans problème. Mais les passagers de certains canots ont eu moins de chance. Ayant abordé la côte et erré au hasard dans le désert, ils seront récupérés après 15 jours d'errance par une caravane, accablés par la soif, la marche et l'hostilité des Bédouins.
L'incompétence des officiers et les récits autour du radeau provoquent une vive émotion dans l'opinion publique qui atteint son comble lorsque Savigny et Coréard publient le récit de leur terrible aventure dans Naufrage de la frégate La Méduse, qui fait le tour de l'Europe. Ce naufrage est aussi celui du gouvernement de Louis XVIII, dont le ministre de la Marine démissionne. Hugues Duroy de Chaumareix, quant à lui, comparaît devant le Conseil de guerre à Paris. Pour représenter cet immense naufrage, il fallait donc un immense tableau. Fin 1817, le peintre français Théodore Géricault est de retour d'un voyage d'études en Italie. Le jeune homme, qui s'est déjà fait un nom par la précocité de son talent, est notamment reconnu pour ses scènes militaires. Lorsqu'il découvre l'ouvrage de Coréard et Savigny retraçant l'expédition, le naufrage de la Méduse et la dérive tragique du radeau, il décide de s'atteler à une représentation grandiose de ce terrible drame. Pendant près d'1 an, Géricault s'imprègne de l'histoire du naufrage et rencontre à plusieurs reprises Savigny et Coréard afin de mieux saisir le ressenti des naufragés. Le charpentier de la Méduse, Valéry Touche-Villette, lui aussi rescapé, réalise pour le peintre une maquette extrêmement détaillée du radeau. Celui-ci séjourne également au Havre pour observer la mer, le ciel et les tempêtes d'hiver, pour saisir les couleurs changeantes de l'océan, tandis que pour peindre au plus juste les corps des mourants et des blessés, il se rend à la morgue de l'hôpital Beaujon, dans la région parisienne, afin de réaliser des études d'anatomie de cadavres et d'étudier les visages des moribonds. Puis il se met au travail dans son atelier du Faubourg du Roule, de novembre 1818 à juin 1819. Le peintre choisit d'immortaliser l'instant où renaît l'espoir lorsque les survivants aperçoivent l'Argus et se ruent sur les quelques bouts de tissu qu'il leur reste pour faire signe au navire salvateur. Le tout sur une toile de 35 mètres carrés, dont les dimensions impressionnantes, de 4,91 m sur 7,16 m, donnent une impression très réaliste à la scène. Pour représenter les personnages dans sa reconstitution, Géricault fait poser des proches, dont le peintre Eugène Delacroix, ou son assistant Louis-Alexis Jamard, mais aussi les rescapés Lavillette, Coréard et Savigny. Outre la force saisissante des clairs-obscurs, la composition de l'œuvre repose sur des structures pyramidales, révélant en opposition l'élan de vie et d'espoir des personnages tendus vers la voile à l'horizon et les corps gisants des blessés, des mourants, ainsi que le vide abyssal laissé par les absents. À l'apparition miraculeuse de l'Argus s'oppose aussi tragiquement une immense vague prête à engloutir le radeau. Le tableau est présenté au Salon de 1819, dont il est la pièce majeure, mais la censure impose le titre « Scène de naufrage » pour ne pas froisser la monarchie. Mais personne n'est dupe, et le public est fasciné par cette cruelle évocation de l'horreur que fut le terrible naufrage dont il a tant entendu parler. Cependant, l'œuvre provoque une double controverse. Le radeau de la Méduse est en effet vilipendé, tant pour la nouveauté de son interprétation romantique, que rejettent les tenants de la beauté idéale du néoclassicisme, que pour son esprit où l'on décèle des intentions politiques, le radeau symbolisant l'abandon de ses sujets par la monarchie. La présence de naufragés noirs ou métis est aussi considérée comme un manifeste contre l'esclavage. Le tableau reçoit néanmoins une médaille d'or au Salon, mais ne rejoint pas les collections nationales. L'œuvre connaîtra cependant un succès retentissant en 1820 à Londres, où plus de 40 000 visiteurs viendront l'admirer. Et quelques mois après la mort du peintre, le musée du Louvre acquiert finalement l'œuvre de Géricault, qui est encore aujourd'hui l'une des pièces majeures de ses collections. Mais une nouvelle avarie guette le radeau de la Méduse. Malheureusement, les amateurs de l'œuvre de Géricault, qui admirent le radeau de la Méduse depuis plus de 2 siècles, ne pourront bientôt plus apprécier la peinture originale, qui est vouée à disparaître. En effet, le peintre a eu recours à l'application d'une substance particulière pour servir d'apprêt à sa toile, que l'on appelle le bitume de Judée. Il s'agit d'une sorte de suie appliquée à l'arrière du tableau
qui, en traversant la toile, rehausse la brillance de la couche picturale. Cette technique, courante depuis le XVIIIe siècle, se révèle malheureusement désastreuse pour la conservation des œuvres, car la matière finit par imprégner le lin de la toile, l'enduit et la couleur, qu'elle noircit de façon irréversible. Tout comme le naufrage dramatique auquel le tableau fait référence, l'œuvre de Géricault sombre irrémédiablement. C'est pourquoi, dès 1860, le Louvre fait réaliser une copie conforme du tableau, en vue de prêt pour des expositions extérieures. Aujourd'hui, on peut encore voir l'original au Louvre, mais aussi sa copie au musée de Picardie d'Amiens. Le célèbre tableau de Théodore Géricault, qui représente l'une des catastrophes maritimes françaises les plus tragiques, est ainsi voué à sombrer lui aussi. Les chercheurs tentent cependant de trouver un moyen d'arrêter le processus de détérioration du radeau de la Méduse pour permettre aux amateurs de pouvoir encore contempler cette œuvre saisissante qui génère toujours une incroyable fascination. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires surprenantes et bizarres sur les œuvres d'art.